Je suis Laurie Choleva, je suis animatrice télé, mais je suis d'abord et avant tout une maman. À chaque épisode, je pars à la rencontre de célébrités, acteurs, écrivains, réalisateurs pour découvrir leur quotidien de parents. Vous écoutez Parents d'abord. Bonjour à tous, c'est Laurie Choleva et je suis ravie de vous proposer un nouvel épisode de Parents d'abord, le podcast consacré au thème de la parentalité qui est disponible sur toutes les plateformes de podcasts habituelles et sur les sites de Femmes Actuelles et Télé Loisirs. Alors le principe est simple, je reçois à chaque épisode une personnalité qui me raconte son quotidien de maman ou de papa. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une comédienne aussi à l'aise sur les planches de théâtre qu'au cinéma. On l'a vu dans de nombreux rôles à la télévision, dans des séries et puis au cinéma, dans de grands succès populaires comme Tout le monde debout, Plancha ou encore Divorce Club. C'est bien sûr Caroline Anglade. Bonjour Caroline. Bonjour Laurie. Alors, je suis ravie qu'on fasse ce podcast toutes les deux. Déjà, on se trouve au Théâtre de l'Œuvre. Vous allez être sur scène dans quoi ? Dans 2 heures. Dans 2 heures. Dans 2 heures. Dans 2 heures. Alors, ça tombe bien, hein, c'est une pièce dans laquelle vous jouez aux côtés de Julien Boisselier. Ça s'appelle L'effet miroir. Et comme on va parler de votre vie de maman, déjà, comment est-ce qu'on arrive à concilier sa vie professionnelle, sa vie sur les planches avec sa vie de maman ? C'est toute une organisation, évidemment. Surtout le théâtre. Là, ça fait longtemps que j'étais pas revenue au théâtre pour ça, parce que j'ai des enfants en bas âge encore. Et le théâtre, c'est le soir. Donc forcément, là, en plus, on joue à 21h. Donc parfois, il y a des créneaux de 19h. Donc soit on les voit pas avant, mais on arrive pour le coucher. Là, je peux les voir un petit peu avant. Je fais en sorte de ça, mais c'est un petit peu compliqué. J'avais oublié la contrainte du théâtre, le sacrifice. Ouais. Hein, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais c'est mais c'est vrai. En même temps, ça faisait 8 ans, donc j'avais très très envie de ça. Le projet m'a plu. Voilà. Et puis l'important, c'est d'avoir aussi une maman épanouie, heureuse, qui se réalise dans ses projets. Donc bon, à un moment donné, j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre. Et il y avait plus de pour. Alors, on va parler de tout ça, mais déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter vos 2 garçons ? Tout à fait. Alors, je vous présente. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Alors, mon plus grand s'appelle Sacha. Il a 7 ans. Et son petit frère, 3 ans, il s'appelle Tommy. Ils s'entendent bien ? Ils s'entendent très bien, ils s'aiment beaucoup. Ils sont très très liés. Après, c'est 2 petits garçons, donc ça joue beaucoup à la bagarre. Oui, c'est vraiment très bagarre. Mais ça reste une bagarre finalement assez douce. Mais voilà. Bagarre genre super-héros. Super-héros, genre épée, pistolet, foot, tout qui passe. Donc ça casse beaucoup de choses à la maison. Et en plus, c'est toujours le soir, tu sais, quand toi, t'as envie de te poser un peu. Bien sûr. Et que t'es contente, et que tu dis ça y est, c'est le moment. Eux, en fait, c'est le moment d'excitation, c'est le retour de l'école et ça part en... C'est pour ça, Caroline, que c'est pas mal de faire du théâtre, de partir parce qu'on évite le 18h, 20h. Exact. On connaît bien. On connaît bien ce créneau-là, 18h, 20h. C'est un petit traumatisme. Je le laisse au papa pour l'instant. Parce qu'on a hâte de rentrer et puis en fait, on a envie de repartir. On veut repartir très vite. C'est pour ça que là, aujourd'hui, d'ailleurs, on enregistre ce podcast, il est 18h30. Et c'est parfait. Et c'était très sympa pour moi d'avoir une excuse pour partir. Donc, merci pour ça. Alors, on va revenir un peu en arrière. Comment est-ce que vous avez vécu vos grossesses ? Plutôt bien. La première, je l'ai vécue, j'étais sur scène et c'est la dernière pièce que je jouais avant de reprendre là, 8 ans après. Et c'était plutôt très bien parce que je me sentais puissante de ça. C'est une pièce dans laquelle j'ai pu intégrer ma grossesse. C'était une pièce de Laurent Baffy. Et Laurent Baffy, d'ailleurs, je le remercie encore parce que quand j'avais très très peur de lui annoncer ma grossesse en tant que comédienne, on se dit comment je vais dire ça à mon metteur en scène que je suis enceinte. Il m'a dit écoute, déjà c'est la meilleure nouvelle que tu pouvais m'annoncer, c'est la plus belle chose qui va t'arriver. Jusqu'à quand désires-tu jouer cette pièce ? Super. Je dis jusqu'au bout. Et il m'a dit alors welcome jusqu'au bout. On va intégrer ta grossesse dans la pièce et tu vivras ça avec nous. Et alors là, franchement, j'en ai pleuré de joie parce que j'ai eu des amis qui n'ont pas vécu cette histoire-là et pour qui c'est devenu une contrainte alors que c'est censé aussi être la plus belle chose à vivre. Donc, oui, parce que ça reste une réalité aujourd'hui. Pour toutes les femmes, on a quand même toujours du mal à annoncer sa grossesse. On a peur et c'est quand même souvent mal vu ou en tout cas, ça n'arrange pas. Voilà, ça n'arrange pas. Voilà. Il le voit pas comme une bonne nouvelle. Moi, ok, comment on va faire ? Comment ça dame ? Laurent Baffy qui a lui-même 4 enfants, je le remercierai jamais assez parce que grâce à lui, j'ai pu la vivre pleinement. Et la deuxième ? Et la deuxième, donc c'était Tommy et un confinement.
Ah, Donc, ça magnifique. Enfin, je dis waouh. magnifique, mais parce que moi, j'étais enceinte en plein confinement, j'ai adoré. Et c'était franchement le confinement pour nous un des plus beaux moments de notre vie parce qu'en plus on a pu quitter Paris. On est parti de Paris ça, c'était le confinement royal. J'ai vécu ma grossesse pleinement avec mon plus grand et mon mari. Alors que j'aurais été beaucoup plus isolée si on avait dû continuer la vie normalement. Oui. Et là, ça fait quand même partie des moments un peu où le temps s'arrête. Ah, quoi, oui. Tout est à l'arrêt, donc on culpabilise pas du tout non. de tout lâcher pour être Exactement. en famille. On n'a pas peur de l'après, de l'avant. On est juste dans le moment. Et moi, du coup, mon fils est né à Rouen, là où je suis partie pendant le confinement, et tout était assez magique. Ouais, on a formé un cocon pendant quelques mois, tous les 4. C'était bien. Et c'est dur après de revenir à la réalité. Ah ben on a eu du mal. D'ailleurs, on s'est dit est-ce qu'on revient à la réalité ? Est-ce qu'on revient dans cette grande ville stressante, angoissante ? Et puis finalement, voilà, les choses se sont réinstallées un peu normalement. Mais il a été question. On s'est posé plein de questions. Ça nous, comme tout le monde, ça nous a beaucoup remué. Et on s'est posé des vraies questions existentielles en tout cas. Ouais, est-ce qu'on change radicalement de vie ? Est-ce qu'on profite un peu plus de la nature ? Est-ce qu'on prend plus de temps les uns pour les autres ? Bon, après la vie reprend vite son cours. Hein. Oui, c'est ça. Et puis la question c'était quoi ? C'était juste de déménager ou peut-être de changer même de métier ? Est-ce que ça vous voulez te poser la question ? Non. Pas changer de métier, mais peut-être l'aborder différemment. Prendre moins de choses. Oui, voilà, exactement. Prendre du recul avec ça, peut-être avoir moins peur, oser faire des choix, parce que je peux me le permettre aussi. Hein. Il y a des moments dans la vie où on peut se le permettre, d'autres moins. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai repensé à tout ça. Et ça m'a fait un bien fou. Caroline, d'ailleurs, je crois qu'on va passer au tutoiement. Ça me fait bizarre on se connaît bien, les meilleurs amis du monde. Bah oui. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je te vous vois, je sais absolument pas pourquoi, puisqu'on fait un podcast. Tu avais joué dans un téléfilm sur la dépression postpartum. À l'époque, tu avais déjà tes enfants ? C'était d'ailleurs avec Julie Debona, là, tu parles d'une mère sous influence. Oui, tout à fait. Alors moi j'avais déjà le premier, hein, c'est ça. Mais le rôle qui jouait vraiment ça, c'était celui de Julie. Moi j'étais sa meilleure amie qui la voit sombrer et qui va l'aider à remonter la pente parce que justement elle gère pas ça et ça a été très 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 fort pour elle. Elle-même qui était déjà elle était pas encore maman à cette époque-là et c'était pas plus mal parce que ça l'a beaucoup remuée. Elle s'est beaucoup renseignée. Donc, elle pourrait vous en parler encore mieux que moi, mais pour l'avoir vécu pour un prochain épisode, elle pourrait en parler parce qu'elle s'était beaucoup renseignée sur le sujet. Moi, après, j'ai vu des amis de près le vivre et c'est quelque chose de très culpabilisant parce qu'on ne sait pas vraiment à quel endroit le placer. On ne sait pas déjà au départ que c'est ça. On s'en rend pas compte souvent. On s'en rend compte après. Et on s'en rend compte après. Et c'est très culpabilisant pour une maman de vivre ça parce que ça veut dire quoi ? Je sais pas accueillir mon enfant, j'étais pas prête pour ce rôle-là. Et puis on ne sait pas si c'est lié à l'enfant, si c'est tout d'un coup le poids de la vie. En fait, il faut que on est obligé de se faire accompagner dans un moment pareil. Bien sûr, et de mettre des mots. Alors après, sans aller jusqu'à la dépression, est-ce que toi, t'as eu des baby blues ? Non, en fait, j'ai pas vécu le baby blues, c'était plutôt des angoisses, mais des angoisses qui sont liées au monde dans lequel on évolue. En fait, une fois que l'enfant est là, on réalise assez vite qu'on ne va pas pouvoir retourner en arrière. Et avant tout ça, c'est assez fantasmé. On a l'idée du couple qui s'épanouit, de l'enfant qui va arriver, on va être dans un tel bonheur. Quand le petit est là, c'est des nouvelles angoisses qui arrivent et on n'était peut-être pas préparé à ces questions-là. C'est quand même un paquet d'angoisses même. C'est un paquet d'angoisses. Des angoisses positives. Mais... C'est des angoisses positives et à la fois, est-ce qu'on est prêt à ça ? Est-ce qu'on n'est pas prêt ? Et parfois, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que maintenant, j'ai peur pour eux. J'ai peur de quoi ? Du monde, qu'ils se fassent mal, qu'ils soient malades, qu'ils se blessent, qu'ils soient torturés, torturés, je veux dire psychologiquement, parce que c'est un monde qui soit en souffrance. Ouais, qui soit en souffrance. Et en fait, on les a mis dans ce monde-là. Donc là, nous, notre rôle, c'est de les protéger, de les accompagner. Et en même temps, est-ce qu'ils vont pas sauver le monde ? Est-ce qu'ils vont pas eux-mêmes nous répondre à des questions ? Et moi, déjà, à 7 et 3 ans, je suis déjà fascinée par les questions qui se posent, par le regard qu'ils posent sur le monde. Ils ont déjà une philosophie, malgré eux, qui leur échappe un peu et qui, du coup, nous fait relativiser. Donc, en fait, on va grandir avec nos enfants. En fait, ils nous font grandir et ils nous beaucoup plus apprennent la vie. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est un peu les parents, hein, au final. Comme on a été les parents de nos parents, quoi. Enfin, c'est...
Bon, donc c'est riche, donc ne vous en privez pas si vous en voulez exactement. Mais en tout cas, c'est abyssal, hein, c'est vertigineux. Ah bah oui, c'est la plus belle expérience Ouais, d'une vie. Hein. Ouais. Justement, pour parler de... Quand on en veut, bien sûr. Pour parler de tes parents, je crois que tu étais très fusionnelle. Tu étais très fusionnelle avec ta maman. Très fusionnelle avec ma maman, ouais. Parce qu'on a un peu grandi toutes les deux, quoi, mère-fille. Donc je suis très, très, très proche. D'ailleurs, elle a eu peur. Je pensais qu'elle allait être tellement heureuse que tu deviennes maman à ton tour. Et en fait, elle a eu très peur parce qu'au départ, elle a eu peur que ça nous coupe ce lien qu'on avait, elle et moi, qui est si particulier. J'ai grandi sans papa, donc on était vraiment elle et moi contre le reste du monde. Donc à la fois, c'est ma maman, mais c'est aussi ma sœur, ma meilleure amie. C'est difficile ce rapport, il est compliqué parce qu'on sait pas, ce n'est pas qu'une maman. Bon, et puis on a fait ce qu'on a pu quand on était. Et puis quand on est fusionnel, c'est beau et en même temps c'est destructeur aussi. C'est destructeur aussi. Bien sûr. C'est bizarre. On est à des endroits, bon. Et elle a eu très très peur parce qu'elle avait peur de pas trouver son rôle de grand-mère. Elle avait peur de perdre son rôle de mère. Et puis le premier est arrivé et elle est tombée en passion folle. Elle s'est découvert une nouvelle raison de vivre, c'est aussi elle, de transmettre. Qui t'a un peu plus délaissée. Là, maintenant, elle me dit, il me manque tes enfants, il me manque. Et le deuxième, elle a eu peur du deuxième parce que moi, ma maman, elle a souhaité avoir juste un enfant parce qu'elle m'aimait tellement qu'elle s'est dit, elle issue d'une grande famille, elle s'est dit, moi, j'en aurais qu'une parce que j'ai souffert d'être entourée de tant de frères et sœurs, ils étaient 9. Et elle a eu peur elle a eu besoin de trouver sa place, qui est pas toujours facile dans une famille si nombreuse. Bien sûr. Donc elle dit que pour souvent, que ma fille, il y en a qui souffrent et qui la trouvent pas. D'ailleurs. Voilà. Ou alors qui, du coup, financièrement, on n'a pas de la place pour tout le monde, donc on peut pas aller chez le dentiste, faut faire des choix, on peut pas avoir des cours. Et donc elle a été un peu en manque de ça, donc elle s'est dit, moi j'en ferai qu'une et je vais tout lui donner. Et elle ne sera en manque de rien. Et du coup, elle n'a pas voulu et puis elle avait peur de pas aimer l'autre. Et donc quand moi j'ai décidé d'en faire un deuxième, elle m'a fait, mais pourquoi pourquoi tu fais ça? Non. Et elle dit, mais t'imagines? Et donc elle m'a foutu le trac. Je lui dis, mais arrête. Et puis c'est vrai que c'est une question qu'on se pose parce qu'on aime, quand un premier enfant arrive, il prend tellement de place que je crois que toutes les mamans se disent, mais comment je vais faire pour aimer le deuxième autant? Et le deuxième arrive et toutes les mamans se disent, donc ça se démultiplie. Oui, c'est ça. Et pour une grand-mère, pareil, elle a dit, oh là 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 là. Elle est tombée folle du deuxième aussi. Elle a dit, bon, je suis foutue. Mais elle a grandi à travers cette expérience, ma maman, parce que au moins, elle a eu les réponses qu'elle avait pas plus. En plus, moi, elle m'a eu plus jeune et tout, mais elle dit donc, ça aurait été possible que j'en fasse plusieurs et que l'amour se développe comme ça. Bon. Pas de regret, mais voilà. Donc là, c'est mamie gâteau. Épanouie, ouais. Et toi, alors, quel genre de maman tu es? Qu'est-ce qu'ils disent de toi, tes enfants? Je les fais beaucoup rire. Et en même temps, je me suis trouvé une autorité que je pensais pas avoir. Alors, l'autorité en criant ou pas besoin? Parfois je crie. Bah oui, moi aussi. Ouais, je pète un peu les plombs parfois. C'est pour ça que je pose la question, tu vois, c'est pour me rassurer un peu. Je crie. J'aimerais ne pas crier parce qu'en fait, en criant, on leur montre vraiment évidemment pas le bon exemple. Bien sûr. Mais je crie parce que la fatigue fait qu'à un moment donné, on pète un plomb et qu'on dit bon là, stop. Et que parfois, oui, on crie un peu après. Peut-être ce qu'on n'avait pas avant. C'est qu'aujourd'hui, les parents s'excusent. Enfin, moi, je peux revenir en arrière et dire là, j'aurais pas dû crier, mais toi, t'aurais dû m'écouter. T'aurais dû m'écouter. J'ai crié parce que je suis dépassée. En fait, on explique pourquoi on dérape. Et on explique, enfin, moi, j'explique à mes enfants la fatigue, que je grandis en même temps qu'eux, que je ne sais pas, que j'ai pas appris à être maman avant de l'être et que j'apprends au quotidien et que eux, parfois aussi, sont pas faciles. Donc, on apprend tout le temps. Mais je m'excuse. Voilà, je dis là, effectivement. Et du coup, eux s'excusent aussi. Et ils reviennent vers moi et disent pardon, la maman, c'est nous. Et parfois, en plus, ils sont tellement gentils, les enfants, et tellement innocents que si on s'excuse trop, ils nous excusent. Parfois, t'inquiète c'est pas, un peu maman. vicieux, mais voilà. Et je dis non, je m'excuse parce que je veux qu'ils me disent t'inquiète pas. Donc parfois, je force un peu le trait. Et après, il dit mais non, t'inquiète pas, maman, c'est de ma faute. C'est vrai, c'est pas faux. Et on est bien content quand même quand tu reconnais ça. Ouais, donc une maman drôle, assez autoritaire, avec de l'autorité, et surtout une maman en fait, en quête, j'ai envie de me sentir libre malgré tout. C'est-à-dire que je me sens pas emprisonnée maintenant que j'ai des enfants. Au contraire, j'ai envie qu'ils aient l'exemple d'une mère qui s'épanouit dans son travail à l'extérieur, qui n'a pas besoin d'eux, ou en tout cas que d'eux pour être heureuse.
J'ai besoin aussi de mes amis, j'ai besoin de mon métier, j'ai besoin de vivre encore des moments en amoureux, avec mon amoureux, mais Bien sans sûr. eux. Donc je compartimente et ils l'ont bien compris. Qui est le père toujours de tes deux enfants. Qui est toujours qui est le père donc de mes deux enfants et qui est toujours dans ma vie et qui aussi a pris son rôle avec beaucoup de responsabilité, de maturité, c'est un vrai papa. Ouais. Donc c'est 50-50 à la maison. Ils voient leur maman faire la vaisselle, ils voient leur papa faire le ménage, ils voient leur papa s'épanouir au travail, leur maman. C'est 50-50. Franchement, c'est hyper équilibré. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un exemple assez cool pour eux. Et parfois, c'est culpabilisant Franchement, parfois, ça me culpabilise, mais j'essaye de m'en détacher très vite, mais d'avoir envie de cette liberté, d'avoir envie d'être une femme encore indépendante qui ne voit pas tout à travers le prisme de ses enfants. Et parfois, est-ce que je suis une bonne mère, mais à la fois mes amis qui ne voient tout que par leurs enfants ou qui sont devenus presque plus mère, culpabilise aussi d'avoir perdu un semblant de liberté ou d'indépendance. Ben c'est ça, puis il faut préserver son couple. Et puis c'est l'éternelle question, mais c'est quand même un équilibre qui est compliqué à trouver. C'est compliqué. Et puis surtout quand on découvre la maternité, quand les enfants sont petits et que ça nous remplit tellement de bonheur qu'on a parfois plus de place pour le reste, pour le papa, pour sa passion. Et c'est bien de retrouver la femme. Et c'est important de le faire rapidement, je pense aussi. C'est important de le faire rapidement. Moi, j'ai pas trop attendu derrière pour travailler. J'ai travaillé extrêmement vite et en fait c'était pas plus mal parce qu'après une fois qu'on s'engouffre comme ça dans la maternité, d'en sortir c'est difficile. Et puis même prendre du temps pour soi, refaire du sport, exactement, faire du shopping, enfin voilà, se refaire du bien quoi. Rester en condition physique parce que déjà il faut avoir une condition physique pour s'occuper d'eux, donc il faut pas se laisser tomber en fait. Et puis surtout sur des métiers comme celui de comédienne, ce sont quand même des métiers d'image. Il faut faire attention. Il faut se préserver, il faut continuer à prendre soin de soi, mais honnêtement, c'est quelque chose qui est très difficile et que j'apprends encore aujourd'hui au jour le jour. Mais j'essaye vraiment de m'enlever cette culpabilité et de me dire de toute façon, je serai jamais la maman parfaite. Mais tant qu'il y a de l'amour. Voilà. Et du respect, de l'amour et de l'écoute et du dialogue. Moi, mes enfants, je leur dis beaucoup de choses. Je communique beaucoup avec eux. Je refile pas mes angoisses, mais je leur dis les choses. Je les prends pas pour des. Les enfants comprennent beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Tu leur parles déjà avec maturité et pas comme à des bébés. Ils ressentent tellement tout et en fait ils ont besoin de mots pour avancer. Ils ont besoin que les choses soient dites, soient explicites, parce que quand on a un ressenti mais qu'on pose pas les mots dessus, ça peut être très destructeur pour un enfant. Alors qu'ils comprennent tellement de choses. Ils comprennent même avant de parler en fait, même quand on pense qu'ils impriment pas, ils ont déjà tout compris. Et déjà dans le ventre, ils ressentent beaucoup de choses. Alors est-ce qu'ils comprennent ton métier? Alors, j'essaye de leur expliquer. Donc maintenant, ils regardent les films quand ils peuvent le regarder. Je leur montre. Malheureusement, ils peuvent pas venir voir cette pièce parce qu'elle est un peu trop grinçante et elle est peut-être un peu trop trash pour eux. Mais du coup, je leur montre des photos de la scène. Et puis je leur explique. Je leur explique. Mais quand tu tournes dans un film comme Du Cobu, par exemple, qui va d'ailleurs sortir le 3 avril, c'est ça? J'ai pas la date devant les yeux, mais je vais la retrouver le 3 avril. Donc ça, c'est pour eux un peu, non? Oui. Ah bah alors là, c'est complètement pour eux. Je suis trop contente. Là, pour le coup, on va s'engouffrer dans la salle à l'avant-première et c'est chouette ça. Et puis le rôle est complètement lunaire, flippant, une espèce de Barbie. C'est quoi comme rôle? Ah, c'est super ça. Bah c'est une nouvelle prof qui arrive donc dans l'école de Ducobu. C'est la prof de sport et en fait, elle tombe folle amoureuse du personnage de joué par Elise Moon et elle a envie de se l'accaparer, de se l'approprier. Et en fait, elle est psychopathe. Donc c'est une Barbie physiquement, tu vois. Voilà. Et en même temps, elle est complètement psychotique. Et je me suis éclatée à faire ce rôle de folle dingue, quoi. C'est trop bien. Bon, tes enfants, ils vont avoir peur. Ils vont, je pense que ça va les faire beaucoup rire parce ça va filer droit à la maison de ce que je suis quand je deviens barge à la maison. C'est vrai. Ils vont reconnaître leur maman qui pète les plombs. Donc, c'est-à-dire quand tu pètes les plombs, c'est quoi? C'est hurlement? C'est hurlement. Il y a des jouets parfois, si je vois que je bascule, si je bascule, je vais tout d'un coup je pars en comédie. Ça m'est arrivé d'aller tellement loin dans de rigoler avec eux et de dire ok, la maman a été, et ça les fait rire parce que je dis que j'ai de l'autorité et en même temps quand je crie trop, ils finissent par rire. Donc j'ai dit il y a un endroit où ça marche pas tout à fait. Et il y a un endroit où le clown ressort quand même et je finis par les faire rire. Et pleurer?
Tu pleures devant eux? Et t'as déjà craqué devant eux? Ah, malheureusement, je suis beaucoup trop émotive, donc ouais. Ça, c'est dur. Alors, pour le coup, quand je pleure et quand je craque, il y a une explication derrière. Je suis toujours obligée, à la fin, d'aller dans leur chambre avant le coucher pour dire, tu sais, tout à l'heure, t'as assisté à ça, maman, elle a pleuré, mais pour telle et telle raison. La fatigue prend beaucoup de dessus en ce moment. Bien sûr, ce que j'allais dire. Et voilà. Et je leur explique. Je dis, vous savez, quand on est fatigué, on s'explique pas pourquoi. C'est juste un craquage émotionnel. Bon, alors, en plus, ils ont des livres, qui leur apprennent les différentes émotions, tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que ta maman, justement, t'a transmis, que t'étais fière de retransmettre à tes enfants? La confiance. C'est-à-dire que ma maman, par exemple, moi, quand j'ai voulu faire ce métier très, très jeune, c'est arrivé très, très jeune, elle t'a encouragée toujours? Tout de suite. Elle avait aucune idée de ce que ça pourrait donner. Et pour autant, dans son regard, je voyais la confiance. Je n'ai jamais vu de doute. Et ça a tout changé. Bien sûr. Parce que j'ai vu une maman sereine quand, voilà, et ça a commencé toute petite, mais après ça a suivi jusqu'à mes études plus tard. Et elle m'a juste dit plus tard, parce que déjà quand je lui ai dit ça à 6 ans, 7 ans, je veux devenir comédienne, elle m'a dit, bah oui, puisque de toute façon tu es comédienne, donc je vais t'accompagner. C'est super. Et elle m'a accompagnée. Et jusqu'au bout, après, quand il a fallu que je passe mon bac et tout, elle dit, j'aimerais juste dans l'idéal que tu passes ton bac. Et après, mais tu te sentiras peut-être encore plus libre d'avoir ton bac, d'avoir le bac en poche, le fameux. Le bac en poche, que tu puisses. Mais en tout cas, elle m'a fait confiance. Et aujourd'hui, mes enfants, ils savent pas encore ce qu'ils veulent faire, ils savent pas où ils veulent aller, ils savent pas. Mais que ce soit dans leur lien d'amitié, j'essaye de faire en sorte qu'ils aient confiance en eux, qu'ils soient écoutés, regardés, aimés. On se loupera, évidemment. Mais et qu'ils me parlent, qu'ils osent me parler, qu'ils n'aient pas peur de se confier à leurs parents. Moi, je leur ai dit, papa et maman, on peut tout entendre, tout. Et on acceptera tout ce que vous serez. Et ça, c'est vraiment important, d'avoir des parents, d'avoir des enfants qui parlent. Ouais, je crois que vraiment, ça rassure beaucoup les parents. Ça rassure. Et oui. Bah oui, parce qu'on sait ça peut être tellement. On peut anticiper des problèmes, on peut être là pour eux. Puis l'école, ça fait peur, même l'école, aussi. La primaire et tout, c'est très 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 violent. On est face à de l'agressivité, on est face à des moqueries très très tôt. Bah surtout aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, tout va encore, c'est encore plus grandissant qu'à notre époque parce que c'est. Mais je pense que s'ils savent qu'à la maison ils sont dans un cocon où ils peuvent discuter, où ils peuvent, où ils n'ont pas peur, en tout cas, du jugement, du regard et oui, où ils sont protégés. Où ils se sentent protégés. Mais alors, voilà, et s'ils veulent faire un métier artistique, comment est-ce que tu réagiras? Je leur dirais go, 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 go. Mais c'est vrai, je vous cache pas que j'aurais peur parce que c'est un métier. C'est difficile. C'est difficile, mais tous les métiers aujourd'hui le sont. Quand je vois des gens qui font 15 ans d'études et qui n'ont pas de travail à l'issue de tout ça, j'aurais peur aussi. Ça, c'est vrai. Donc, par contre, il faudra on les accompagnera. Bon, le bac. De toute façon, il y aura le bac d'abord. J'espère. Le fait d'être maman, justement, quand aujourd'hui tu joues des rôles de maman au cinéma ou au théâtre, ça t'apporte quoi? Est-ce que à chaque fois, t'as ce réflexe de penser à toi en tant que maman pour le rôle? Ça change ton approche? Le fait d'être intrinsèquement maman, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est joué en nous physiquement quand on a porté notre enfant, quand on l'a accouché, il y a un truc qui s'est déclenché. On peut faire ce qui se crée dans la chair, c'est sûr que ça aide à comprendre quand même beaucoup de choses, mais on peut jouer un rôle de maman sans être maman, quand on est devenu maman, ça joue à un autre niveau, ça c'est sûr. Maintenant, parfois, j'essaye d'être dans le rôle que je joue et de pas trop basculer parce que ça peut être être un peu dangereux de projeter pas trop intellectualiser le rôle et de projeter dans sa propre vie parce que sinon ça peut être compliqué. Je parlais tout à l'heure, je disais le mot sacrifice en rigolant, mais quel est le choix que tu aurais fait dans ta vie qui a été le plus important, enfin voilà, que tu as fait pour tes enfants? Est-ce que t'as eu des choix à faire importants? Là, ce serait plus en tant que femme moi, j'ai une grande soif de liberté. J'ai pas eu forcément un cocon familial, hormis ma maman qui m'a donné ça, mais très solide. Donc pour moi, le concept de famille est encore parfois abstrait. Conceptuel, parce que c'est quelque chose de très fort. Mais je n'ai pas eu, moi, ce modèle-là.
arrivé à 40 ans, je sens les faiblesses d'une éducation. Par exemple, mon amoureux, il a grandi dans une famille assez solide, très famille, où il y a des sœurs, des frères. Moi, j'ai grandi toute seule, avec une seule maman. Et là, maintenant qu'on est une famille assez solide, parfois c'est vertigineux parce que ce n'est pas du tout mes repères. C'est pas ce que j'ai vécu, c'est pas ce que j'ai vu, c'est pas comme ça que j'ai été éduquée. Et aujourd'hui, à 40 ans, il y a des vieux démons qui reviennent toquer à la porte. Et je me dis, tiens, je suis pas fait de ce bois-là. Et pour autant, pour mes enfants, je ferai attention de pas me noyer dans... je ferai très attention pour eux. Parce que en fait, il faut savoir compartimenter les choses, il faut savoir... Donc, en fait, pour mes enfants, je fais un gros travail sur moi pour ne pas abîmer des choses qui sont en fait les plus précieuses au monde. Genre la bûche de Noël en famille, exactement. Des trucs comme ça. Non, mais vraiment, avoir des moments pour eux, les vivre pleinement. Parce qu'en tant qu'artiste, en plus, on a envie de vivre, de bouillonner. Vivre plein de vie, d'être plein d'émotions. Plein d'émotions, que ça vibre. À un moment donné, il faut penser à plus tard et pas avoir de regrets parce que l'enfance, elle part très vite. Ouais, elle part très vite. Tout ça passe très vite. Donc, il faut... Mais c'est un vrai travail à faire sur soi. C'est pas facile, mais je le fais pour eux. Parce qu'ils le méritent. Ah, c'est mignon, ça. Ouais. D'ailleurs, quel serait le plus beau compliment qui pourraient te faire tes enfants? Ou qui t'ont peut-être déjà fait. Sûrement déjà fait. Bon, évidemment, t'es la plus jolie des mamans. Ça, je pense que il y en a eu beaucoup. J'aime bien quand... la dernière fois, mon grand, il a 7 ans, il est passionné, il adore les calculs, il adore les maths. Et donc, tout un soir, on leur a fait faire des calculs. Il adore les plus, les moins, les machins, les additions. Bref. Et à un moment donné, il court. Il était déjà tard le soir et il court dans notre chambre. Et je commence à crier, dire non, Sacha, tu vas te coucher, tu vas dans la chambre. Et en fait, il revient avec une petite ardoise. Et sur cette ardoise, qu'il voulait cacher sous notre lit, il avait juste écrit « Merci pour le temps que vous avez consacré ce soir à me faire des calculs. Voici maintenant vos calculs à vous. Bonne nuit, papa, maman, je vous aime. » Et il allait la planquer sur nos oreillers. Et moi, donc je l'engueulais. Et après, je vois cette ardoise et je fais « Ok, on refait la scène. Tu repars de ta chambre, je ne te vois pas. Tu fonces dans notre chambre et tu vas planquer cette ardoise. » Et le merci de nous avoir consacré du temps alors que c'est la moindre des choses. Ça m'a remis. À ça, je me suis dit, c'est la moindre des choses qu'on te consacre du temps. Donc, tu vois, ce que je te disais avant, ça vaut le coup. Là, ça me donne envie de pleurer. Ouais, c'était... nous, on a franchement... moi, j'ai pleuré, j'ai dit, c'est la moindre des choses. Là, c'est trop. Ouais, là, c'est pas possible. Cette petite personne de 7 ans. Qui nous dit merci. Merci pour ça. Du coup, maintenant, c'est à vous de les faire. Et alors, du coup, il a refait la scène, il a été planté l'ardoise et j'ai dit, allez, bonne nuit, mon amour. Et le lendemain, tu as dit, dis donc, j'ai trouvé une armoire, une ardoise sans exactement, dis donc. Et il avait mis des calculs. C'est génial. Ils sont surprenants, putain. Les enfants, c'est plein de surprises. Ouais. Qu'est-ce qui te rend la plus heureuse dans la vie? Franchement, ce qui me rend la plus heureuse, c'est quand tout d'un coup, je sens... Déjà, c'est de voir les gens autour de moi bien. C'est sûr que... tout d'un coup, il y a un apaisement parce que forcément, on n'y est pas pour rien s'ils sont bien. C'est que voilà. Après, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est quand je me rends compte que j'arrive à concilier le fait d'être à la fois maman, à la fois en couple et à la fois m'épanouir dans mon métier. Et je me dis, je suis assez contente de me dire que c'est possible de concilier ça avec évidemment les hauts, les bas à un moment donné. Les imperfections qui vont avec aussi. ça. Mais d'être une femme aujourd'hui... qui se réalise et qui peut être à la fois mère, artiste, avoir des... Enfin, ce qui me rend... Je me sens... en fait, je vis un peu la vie que je rêvais d'avoir et je la vis, c'est fou. Avec ses imperfections, ses aléas, ses questionnements. Et quand tu allumes les infos, est-ce que tu as peur pour tes enfants? J'éteins immédiatement cette télé. Ouais, surtout en ce moment. Alors... Hier, pas plus tard qu'hier, on regardait un reportage parce qu'évidemment, on était proche du 13 novembre et c'est la date d'anniversaire. Déjà, on se rend même pas compte à quel point c'est passé vite et que ça fait déjà 8 ans et que c'est... c'est très présent. Et que c'est très présent. Et puis là, tout ce qui se passe, c'est terrorisant. C'est terrorisant. C'est là où je me dis, pourquoi? Dans quel monde je les ai mis? Pourquoi est-ce qu'on a fait des enfants? Pourquoi est-ce qu'on a fait des enfants? Comment ils vont grandir? Dans quel contexte? Dans quel monde en même temps? Est-ce qu'ils vont pas contribuer à ce qu'au moment tout ça change? Est-ce que ça va... Non, il faut être... Honnêtement, j'ai coupé un peu ces derniers temps des infos parce que ça m'a provoqué trop d'angoisse et beaucoup trop d'insomnie. Alors je me suis dit, si tous
au sein de notre famille, de notre quartier, on arrive en coupant un peu, sans se désolidariser de ce qui se passe partout dans le monde, mais à quand même intégrer et mettre un peu de joie là-dedans et de dire justement comment on va contrer ça, comment garder quand même espoir parce qu'on n'a pas le choix, sinon autant sauter maintenant. Donc voilà, au sein du foyer, garder de l'inventivité, de la créativité, de la joie. Et puis préserver une petite enfance. La petite enfance. On en a qu'une quand même. Ouais. Pour terminer, avant que tu nous parles un peu de ton actu, ton tips de maman, ce serait quoi? Un petit conseil? Un petit conseil. Déjà, moi, j'aimais bien le coup de refaire la scène, tu vois. Je me dis, parce que moi, ça nous arrive à tous, des ratés, des engueulés pour rien ou quoi. Non, mais de refaire la scène, ça m'est arrivé souvent parce qu'en fait, tu culpabilises immédiatement parce qu'il y a une mignonnerie, une dinguerie, une folie, et toi tu t'as coupé ton enfant dans parce que même parfois je refais la scène parce que il me dit un truc, il est en pleine joie, mais moi je suis fatiguée, donc il fait du bruit, par exemple. Il fait du bruit dans la joie. Et j'ai dit, waouh, là je suis en train de lui dire de se taire alors qu'il est joyeux. Donc je lui dis, écoute, on refait la scène. Là je l'ai vécu différemment parce que je suis fatiguée. Fais-moi rire, je vais rire. Mais c'est vrai que je refais souvent les scènes avec mes enfants. Je vais tenter ça, moi j'aime bien. Comme ça on reste pas là-dessus. Et lui du coup il est parti se coucher, il était content. Il est content, bien sûr. Alors que t'imagines si le lendemain il a été retourné dans sa chambre, j'avais dit oui, il va pas te coucher. Et moi j'arrive le soir à minuit et je vois cette petite ardoise dans mon lit. Waouh. Toi là, déjà tu dors pas de la nuit. Toi tu dors pas. Et c'est terminado. C'est ça. Il est resté avec ça quoi. Savoir que son enfant s'est couché contrarié, c'est dur. Ouais, ça aussi. c'est ça. Alors refaites les scènes, refaites les scènes. Ok, ça c'est bien. On prend ce petit conseil. Alors là, donc je disais au début de notre rencontre qu'on est au théâtre de l'œuvre. Est-ce que tu peux nous parler de cette pièce? Qui est un peu, t'en as parlé déjà tout à l'heure. Ouais, ça s'appelle L'effet miroir. Tout à l'heure, tu disais que c'était avec Julien, mais c'est mis en scène par Julien Boisselier, qui est aussi comédien. Lui. Mais là, pour exact. le coup, il s'occupe de la mise en scène. Et donc, c'est une de ses premières vraies grandes mises en scène. Et je suis accompagnée de François Vincentelli, Eric Loggeria, Jeanne Arène, dans une pièce de Léonore Confino qui a une plume absolument magnifique. Et donc là, c'est un écrivain qui est un peu en perte d'inspiration, qui a fait déjà, vous savez, les romans qui cartonnent, là, les romans d'été. Sauf que là, il a envie d'écrire un truc qui lui fait du bien à lui, qui lui est beaucoup plus personnel. Donc, il met du temps à écrire. Il végète un peu chez lui en survêtement. Donc moi, je lui dis là, je peux plus subvenir à mes besoins. Donc refais l'énième la chambre des amants 1, 2, 3. Fais ce que tu veux, mais en tout cas, il faut que tu produises. Et lui, il dit non. Pour une fois, je veux être proche et me sentir, faire quelque chose de personnel. Donc on le laisse aller un peu dans son truc. Et puis finalement, on va lire ce conte qui est un conte poétique et aquatique. Et en fait, on va tous se projeter dans ces personnages qui ne sont autres que des bigorneaux, des sirènes, des mollusques, des oursins. Et on va être persuadés qu'ils parlent de nous. Et là, ça va partir en cacahuète parce qu'on va se projeter dans ces personnages. Et là, tout va éclater. C'est-à-dire que, on va même, finalement, et parce que c'est arrivé à Léonore qui est écrivain, et parfois, quand elle écrit des livres, sa famille se sent concernée. Et donc, elle a appris des secrets comme ça. Bien sûr. L'effet miroir, quoi. On voit toujours, on a projeté des secrets. Et elle a même appris des secrets de famille comme ça. Parce que les gens lui disent, mais donc, du coup, t'étais au courant? Mais au courant de quoi? De ça. Mais tu m'en dis trop! Et là, c'est une catharsis, en fait. Et là, finalement, on finit par s'ouvrir les uns les autres pour au final mieux se retrouver à la fin, grandi, et on a tout posé à plat. Donc ça part loin. Ça commence comme une comédie un peu joyeuse et sympathique, et ça part en cacahuète. Ça part très très loin. Et vous avez prévu de partir en tournée? Parce que là vous jouez à Paris au Théâtre de l'Œuvre. Voilà, jusqu'au 7 janvier, et après on partira début d'année prochaine en tournée. On a cité Du Cobu passe au vert qui sort donc le 3 avril au cinéma, et La vie rêvée des autres, donc sur France 2, qui est tirée de l'affaire Flactif. Ouais, et ça aussi c'est un affaire, c'est ça, oui. J'allais dire, c'est un gros projet. Il y a 20 ans, oui. Et ça c'est un gros projet parce que oui, c'est des gens qui par jalousie, c'est un jeune couple qui loue à des jeunes entrepreneurs. Ils viennent au départ du même endroit, donc au départ il y a justement un effet miroir de on vient du même endroit et vous avez réussi à devenir des entrepreneurs, à faire ça. Donc, ils vont projeter sur ce couple-là tout ce qu'ils ne sont pas. Parce que, évidemment, on s'inspire de cette affaire, mais c'est fictionné. C'est fictionné. Et pour autant, c'est comment la jalousie, la projection peut te faire
faire le pire. Et là, c'est des gens qui vont tuer toute une famille, qui vont massacrer une famille entière, ainsi que des enfants en bas âge, à cause de la jalousie, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, avec les réseaux, avec ce qu'on projette des gens, ça tombe bien de parler de ça, de comment en fait on s'imagine de ce que la vie des autres est, sauf qu'elle n'est jamais ça. C'est il faut le regarder, ça va pas faire rigoler, mais il faut le regarder. Non, mais et puis c'est vrai qu'en plus on te voit beaucoup dans des comédies, dans des rôles très solaires, mais en même temps, tu es une excellente actrice de choses plus dramatiques. Et donc, j'adore aller dans cet univers, en fait, de pouvoir bien faire les deux, j'adore. Et puis là, avec l'âge, avec ce qu'on vit, j'ai envie d'exprimer aussi d'autres choses, quoi. D'explorer d'autres terrains de jeu. Donc, écoute, avec ces 3 actus, c'est bon, on est comblé. On a plein de Caroline Anglade et ça, c'est chouette. Merci beaucoup, Caroline. C'est un vrai plaisir. Et on embrasse Sacha, Tommy et le papa qui s'appelle Nicolas. Voilà, toute la jolie famille. Et ta maman Muriel, tiens. Voilà, Muriel. Et qu'on aime aussi fort. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé d'elle et on était contents d'en découvrir un petit peu plus. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci, Laurie. Parents d'abord est un podcast de Télé Loisirs et Femmes Actuelles. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre application de podcast préférée. À bientôt.